Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Les attentats qui ont secoué la France la semaine dernière posent la question du rôle de l'école et des enseignants, car les 3 terroristes ont été des élèves de la République française, de l'école publique, car certains professeurs ont été surpris d'entendre dans leur classe à propos des attentats que c'était, je cite, bien fait pour les victimes. Des actes isolés, c'est vrai, mais des actes qui interrogent. Manuel Valls l'a d'ailleurs dit lors de son discours devant l'Assemblée nationale, il faut gagner la bataille de la pédagogie. Charlie, la solution se trouve-t-elle à l'école? C'est le débat de ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. Frédéric Rollet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes co-secrétaire général du syndicat enseignant SNES-FSU. Antoine Jardin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur associé au Centre d'études européennes et à Sciences Po Paris. Vous travaillez, entre autres, sur l'attitude et le comportement politique dans les banlieues. Et puis, par téléphone, Alice Cordozo, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Flora Tristan. Ça se trouve à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, en région parisienne. Frédéric Rollet, je voudrais commencer avec vous. On a beaucoup parlé, je le disais, de ces élèves qui ont refusé d'observer une minute de silence, de certains autres qui ont dit à leurs professeurs que les dessinateurs, par exemple, l'avaient cherché. Alors, 1, est-ce que ces incidents ont été nombreux? Est-ce qu'ils sont représentatifs? Et puis 2, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui voient des failles de l'école républicaine? Alors premièrement, je pense qu'il y a eu un traitement médiatique discutable de la question. On a amplifié le phénomène. On a sûrement amplifié, mais c'est souvent le discours sur l'école a tendance à regarder ce qui est l'exception plutôt que la règle. Or, la norme, c'est le travail quotidien des enseignants qui accueillent tous les jeunes, quelle que soit leur origine, leur opinion, leur religion, et qui les amène petit à petit à la construction de l'esprit critique. C'est difficile. Je crois que en surmédiatisant certains incidents, on ne rend pas forcément service à l'école. Deuxièmement, sur la comptabilisation des incidents, le ministère est passé de 70 à 200. En disant que c'était pas exhaustif. Il y a eu en disant que c'était pas exhaustif et en ne précisant pas ce qu'on met sous le terme incident, parce que ça peut aller de la réaction d'un gamin qui va provoquer, parce que quand on a 13, 14 ans, quelquefois on aime provoquer, y compris l'autorité, l'institution que représente l'école, à des faits plus graves qui recouvrent des phénomènes plus ancrés chez certains élèves. Donc je pense qu'il faut éviter de comptabiliser. Il faut se dire que tous les enseignants connaissent dans leur quotidien, dans certains établissements, des problèmes qui peuvent être lourds, mais que pour la plupart d'entre eux, je rappelle qu'on a à peu près 8000 collèges et lycées en France, le travail éducatif se fait, quelquefois difficilement, mais se fait. Alors justement, on va voir un exemple avec Alice Cordozo, qui est donc en direct par téléphone. Alors vous êtes professeur d'histoire géo à Noisy-le-Grand, c'est en Seine-Saint-Denis, en région parisienne, dans un lycée qui, dites-vous, abrite une grande mixité sociale. Et vous avez abordé le sujet de cette fusillade à Charlie Hebdo avec vos élèves. C'était donc vendredi. Et des élèves de terminale, je crois, donc ils étaient relativement vieux. Je crois qu'ils étaient demandeurs. Comment ça s'est passé ? Écoutez, ça s'est passé que il se trouve que je terminais un chapitre d'histoire sur médias et opinions dans les crises politiques en France depuis l'affaire Dreyfus à nos jours. Voilà, donc évidemment j'ai saisi le sujet en partant aussi de ce qu'on avait fait en histoire, en rappelant, moi j'ai évoqué ce qu'on avait vu sur la liberté de la presse. On avait vu toute une série de caricatures du début du siècle. On avait vu que la presse avait pu être insolente, irrévérencieuse. On avait vu que la presse était parfois menacée, que cette liberté de presse était menacée par le pouvoir, parce qu'elle dérange. Alors c'est vrai qu'il disait, on pensait que la presse était menacée par le pouvoir, on n'avait pas pensé de cette façon-là. Effectivement, je crois qu'on était tous sous le coup de l'émotion encore, et eux et moi. Et c'est sorti cette idée que là, on avait cette fois des individus qui décidaient de tuer parce qu'ils se sentaient offensés, et que cette liberté de la presse, elle était fragile, elle était remise en cause. Mais j'ai pas eu de réaction hostile du tout, négative dans la classe. Et est-ce que vous avez trouvé difficile de trouver justement les mots, de parler de ces événements, puisqu'on a aussi médiatisé le désarroi de certains enseignants ?
C'était difficile dans le sens où on était encore, je pense, même vendredi, dans un état de sidération en quelque sorte et sous le choc. Et je pense que on pouvait craindre presque a priori des réactions d'élèves. Et finalement, je vous dis, moi, dans mon cas, elles n'ont pas eu lieu. Elles n'ont pas eu lieu. Les élèves ont posé aussi pas mal de questions sur qu'est-ce que je pensais de ce qui allait se passer après. Voilà, donc il y avait cette inquiétude très forte aussi de leur part. Certains ont exprimé, est-ce que vous pensez que ça va nous tomber dessus? Voilà, et je trouve que c'est pas forcément évident de leur répondre. Oui, puis en plus c'est difficile parce qu'ils vous demandent ce que vous pensez et il y a un devoir de réserve des enseignants. Alors on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Voilà. Je voudrais donner ce que ça va provoquer, c'est ça, une montée du Front National. Voilà. Je voudrais donner la parole à Antoine Jardin qui n'a pas encore eu l'occasion de s'exprimer. Est-ce que vous considérez que c'est le rôle de l'école d'aborder ces sujets d'actualité? Je pense que c'est important pour l'école parce que c'est des questions qui se posent aux enfants et aux élèves et que donc il faut que cette discussion puisse avoir lieu à l'école à mon avis, surtout qu'elle forme des citoyens et qu'elle n'est pas là seulement pour transmettre des savoirs. Donc il faut qu'il y ait cet espace de discussion qu'on ne va pas forcément trouver dans sa vie personnelle, à la maison ou avec ses amis. Je pense que le rôle de l'école, il est aussi très en amont d'expliquer des choses qui peuvent paraître simples mais qui sont importantes. Qu'est-ce que c'est qu'une caricature ? Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le travail des journalistes? Et c'est des choses qui peuvent être faites à l'école, peuvent être faites par les enseignants, mais elles peuvent être aussi faites par des personnes qui seraient invitées. On peut penser par exemple que des dessinateurs ou des journalistes pourraient aller dans les classes, présenter leur travail, expliquer ce qu'ils font. Ça peut être des choses importantes. Alors justement, ce devoir d'explication, ça a été beaucoup exprimé par la ministre de l'Éducation que vous avez rencontrée, Frédérique Rollet. On va en parler, mais je voudrais qu'on écoute la ministre de l'Éducation qui mène depuis quelques jours des consultations. Elle a dit qu'elle ne voulait pas faire d'annonces prématurées. Elle veut que des choses soient faites et elle parle d'une grande mobilisation de l'école pour les valeurs de la République. Écoutez-la, elle était chez nos confrères de RTL, c'était ce matin. La réflexion nous amène à faire en sorte que l'école soit capable d'inculquer davantage ces valeurs au quotidien en les faisant pratiquer aux enfants, c'est-à-dire développer leur esprit critique, développer le débat contradictoire, leur apprendre à travailler ensemble. C'est pour ça que je disais hier que, en quelque sorte, l'école n'avait pas été à la hauteur jusqu'à présent parce qu'elle n'a pas su développer tout ça chez les enfants. Ça n'est pas faute d'enseignants de bonne volonté, c'est faute d'outils pour le faire et c'est ce que nous allons construire. Ouais, c'était donc Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation sur RTL ce matin. Frédérique Rollet, vous avez rencontré, votre syndicat a rencontré la ministre. C'était lundi, vous me disiez. C'est lundi matin pour les organisations syndicales. Oui. Alors qu'est-ce que vous lui avez dit et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Alors la ministre a un peu évolué dans son discours puisque lundi elle nous a dit qu'il n'y avait pas de faillite de l'école et là moi je récuse ce qu'elle a dit ce matin. L'école pratique dans toutes les disciplines le débat contradictoire, mais justement parce que ça veut dire instaurer un débat, ça demande du temps, c'est long, c'est pas la confrontation de l'opinion, c'est à un moment et apprendre à intégrer ce qu'a dit l'autre, éventuellement le réfuter, mais le réfuter avec des arguments. Or, il y a dans beaucoup d'établissements où on manque de temps aussi avec les élèves. On manque effectivement d'outils, on manque de formation. Bon, elle a insisté sur la formation continue à juste titre. D'autre part, on sait que l'éducation aux médias est de plus en plus importante. On a un discours quelquefois un peu, je trouve, léger sur le fait que le savoir circule partout et qu'il suffit de consulter Wikipédia ou autre chose pour trouver toutes les données. Sauf que on sait aussi qu'il n'y a pas de hiérarchie de l'information, qu'il n'y a pas de vérification des sources et que les élèves ont tendance à tout niveler, à mettre la parole du prof à égalité avec la parole de je ne sais qui. Bon, or, et on l'a vu avec ce qui se passe sur les réseaux sociaux en ce moment. Et cette éducation aux médias, elle est évidemment importante. Alors justement, en préparant cette émission, j'en ai parlé avec Alice Cordozo. Vous m'avez dit qu'effectivement la théorie du complot faisait maintenant partie du discours de beaucoup d'élèves. Alors la ministre a dit ce matin, 1 élève sur 5 adhère à des idées qui relèvent de la théorie du complot. Est-ce que vous pensez, vous aussi, c'est évidemment un chiffre qui est celui de la ministre et qui est difficile à vérifier, mais est-ce que vous pensez que l'éducation aux médias, à l'accès aux sources, est important à renforcer ? Oui, alors moi je me risquerai pas au pourcentage, mais effectivement c'est des choses qu'on entend de la part des élèves de temps en temps.
ces théories du complot qui touchent tout un tas de choses, diverses d'ailleurs. C'est des questions effectivement à travailler. C'est comme l'a dit Frédéric Rollet, c'est la question d'interroger les sources. C'est la question de la réflexion critique. Comment on arme contre les endoctrinements, les manipulations. Voilà, il faut partir. Le problème, c'est qu'il faut déjà faire émerger ce qu'ils entendent et ce qu'ils en pensent. C'est-à-dire qu'il faut effectivement poser le temps de ce débat. Il faut interroger leurs représentations, leurs clichés, leurs stéréotypes, ou leur vision complotiste éventuellement. Mais Alice Cordozo, vous me disiez que par exemple ça existait. Le rôle des documentalistes, par exemple, est important et existe déjà. Tout à fait. Très souvent, on fait en éducation civique, on travaille par exemple avec les documentalistes sur l'analyse des sites internet. Tout à fait. C'est des travaux qui se font. Voilà, ou j'allais dire par le biais de l'histoire, quand on confronte des témoignages qui sont éventuellement contradictoires, quand on apprend à critiquer une source, à vérifier sa fiabilité, c'est effectivement un travail qui est fait sur cette question de la fiabilité du témoignage. Mais c'est certainement à renforcer par rapport au flux effectivement d'images auxquelles sont confrontés aujourd'hui les élèves. Antoine Jardin, je vous voyais faire oui de la tête, notamment quand on parlait du temps qui est important, le temps de la discussion. Comment est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut dégager des heures supplémentaires pour discuter avec les élèves, pour faire passer ces discussions sur les valeurs républicaines? Moi, je pense qu'il faut quand même une discussion qui soit dans le temps, c'est-à-dire qui soit pas seulement à l'occasion d'une journée. Dans ce qui s'est passé ces jours-ci, les réactions sont pas apparues depuis la semaine dernière. Ces idées-là, elles étaient déjà dans la tête des lycéens, ils les ont pas inventées tout seuls non plus. Donc, on voit bien qu'il faut un travail de long terme sur ces questions pour expliquer, pour faire réfléchir, pour faire discuter. Et je crois qu'il faut du temps et des petits effectifs aussi pour pouvoir faire parler les gens, savoir ce qu'ils ont à l'esprit, pourquoi ils tiennent ces discours et où est-ce qu'ils ont pris ces grilles de lecture. Parce que si on a une réaction qui consiste à dire on veut seulement maintenir l'ordre et on veut pas savoir ce qui se passe dans la tête des lycéens, on va avoir des problèmes puisqu'on va plus détecter les phénomènes et au contraire on a besoin d'engager la discussion et d'aller au fond des choses. Mais quelle forme ça pourrait prendre? Ce serait des heures particulières toutes les semaines instaurées pour discuter? Moi je crois qu'il y a une discipline qui s'appelle l'éducation civique, on peut discuter si elle est assez importante ou pas, mais c'est une partie de son rôle, c'est pas seulement le fait d'expliquer aux gens combien il y a de députés en France. Il faut aussi discuter éventuellement des questions importantes de fonctionnement de la société et du fonctionnement du système politique et des médias. Je crois aussi qu'il est extrêmement important de bien se rendre compte qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont à l'école. Il y a aussi les jeunes qui ne sont pas au lycée et il ne faut pas que cette composante-là soit oubliée. Si on ne regarde que les lycéens, on va laisser toute une partie de la jeunesse en dehors de ces discussions. Frédéric, la ministre, je crois, a eu un mot qui ne correspond pas à la réalité de ce qu'est le travail d'un enseignant. Elle dit qu'il faut inculquer un certain nombre de principes ou de valeurs. Vous n'inculquez pas, vous les cultivez, mais vous les faites vivre. Si on somme les élèves de s'approprier les principes de la République, quand eux-mêmes constatent que l'égalité n'est pas partout, les principes de la laïcité, alors qu'ils arrivent à l'école aussi avec ce qu'ils sont, ils ne laissent pas à la porte de l'école ce que vivent leurs familles. On n'y arrivera pas. C'est vraiment en donnant corps à cette égalité, en prenant le temps du débat. Effectivement, alors il y a l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, il y a l'éducation civique au collège, mais il y a aussi toutes les disciplines. Moi, je suis prof de lettres, c'est aussi évidemment une discipline où on fait vivre un certain nombre de débats. Et puis, par contre, il y a des élèves qui sont sans doute insuffisamment mis en condition d'avoir ces débats. Ce sont les lycéens des lycées professionnels, qui sont justement souvent de milieux défavorisés, qui ont ancré en eux souvent un sentiment d'injustice et pour lequel il serait particulièrement nécessaire de libérer ces paroles, mais une parole construite. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous disiez, c'est qu'il y avait parfois une grande différence entre les valeurs qu'on tente de cultiver, égalitarisme, et la société, la réalité de la société. Vous êtes en train de nous dire que, par exemple, quand on dit que tout le monde est égal, mais qu'il y a des discriminations à l'embauche, c'est des choses qui peuvent troubler les élèves, les étudiants? Oui, vous savez, quelquefois, moi, en tant qu'enseignante, j'ai entendu des paroles qu'on reçoit de façon violente, des élèves qui disent « Oh, mais l'école, même, c'est pas pour moi, c'est pas la mienne, quoi. » Le sentiment qu'effectivement, ils vivent des discriminations et qu'ils savent bien aussi que les conditions d'enseignement sont pas les mêmes dans certains quartiers que d'autres. Antoine Jardin, vous vouliez réagir? Oui, je crois qu'il y a une chose très importante qui est qu'il faut bien comprendre que ces lycéens, ils sont la cible d'un discours de propagande.
les groupes djihadistes, extrémistes, etc., ils cherchent à toucher ces personnes avec des vidéos sur Internet, avec une mise en scène, avec des logiques de forum, etc. Et que donc c'est pas quelque chose qui se passe seulement dans l'école ou qui apparaît à partir de rien. Il y a des phénomènes qui ciblent ces individus, et donc il faut essayer de leur donner les ressources pour faire face et pour avoir une distance critique par rapport à cette information à laquelle ils sont exposés. Ça concerne les questions de radicalisation, mais ça concerne aussi d'autres enjeux. On peut penser à la question du négationnisme, par exemple, qui a été très présente quand même dans la vie sociale française au cours des dernières années. Et je pense que ça fait partie des questions sur lesquelles il faut agir très tôt et très longtemps. C'est pas quelque chose qu'on peut résoudre en 2 heures une fois de temps en temps. Alice Cordozo, je voudrais vous redonner la parole. Est-ce que vous êtes senti démunis? Est-ce que vous avez des besoins de formation particuliers que vous avez déjà identifiés pour mieux parler, mieux discuter, mieux échanger avec vos élèves? Alors, totalement démunis, non, parce que je vous dis, on a quand même l'habitude, par nos programmes scolaires en histoire géo, d'aborder des questions sensibles, et on a l'habitude aussi d'avoir des réactions d'élèves qui peuvent nous sembler extrêmement dures ou rudes et sur lesquelles on travaille. Par contre, je pense qu'il y a effectivement un travail de formation à faire en amont pour ne pas être trop surpris, et je pense qu'il y a certains domaines où on pourrait étayer un peu la réflexion. Lesquels, par exemple? C'est par exemple, justement, surtout les complots, montrer comment c'est construit, avoir une déconstruction sur de quoi ils sont partis, etc. Ce qui n'est pas forcément facile à faire pour nous. Voilà, où il pourrait y avoir peut-être là des outils pédagogiques permettant de vraiment de décrypter avec les élèves comment se construisent un certain nombre de complots. Voilà, il y a la question de certaines formes d'antisémitisme, où là je trouve que par contre on est mieux armé en histoire, parce qu'on se sert effectivement de l'historiciser, de montrer comment ça apparaît au Moyen-Âge. On travaille avec les élèves sortent là en général les stéréotypes, ça arrive. Mais là, vous vous sentez plus armé en tant que professeur d'histoire-géographie? On se sent plus armé, oui. On voit bien que c'est pas pris en charge par les manuels scolaires, parce que je pense qu'il y a, ils se sentent pas forcément à l'aise, ou ils craignent des réactions diverses et variées, et que donc les enseignants trouvent leur source dans leur connaissance disciplinaire sur ces sujets-là. Je pense que du coup, comme les manuels scolaires n'osent pas forcément assumer des questions vives avec des textes qui mettent vraiment le doigt dessus, ou des documents qui mettraient le doigt dessus, c'est vrai qu'on pourrait penser à des corpus de documents qui seraient mis en ligne par le ministère, par exemple, ce qui n'empêche pas la formation continue et la discussion possible entre collègues. Frédéric Rollet, je voudrais vous faire réagir. Le temps tourne, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Mais c'est pas la première fois qu'il y a des attentats en France. C'est pas la première fois qu'on pointe du doigt le rôle de l'école. Il y en a eu en 95. On avait déjà à ce moment-là dit il faut que l'école joue son rôle. Est-ce que vous avez la sensation que votre métier a changé et qu'il y a déjà des bonnes évolutions qui sont en marche? J'ai surtout le sentiment qu'on reparle de ces questions-là quand il y a un événement dramatique comme c'est le cas, sans prendre en compte le fait que oui, il y a des évolutions, mais qu'en même temps, on a constaté une dégradation du tissu économique et social. Les banlieues dont on parle et qui sont ciblées souvent par le discours, c'est 45% de jeunes au chômage, c'est une économie parallèle, c'est toute une série de phénomènes. Et l'école, évidemment, n'est pas épargnée par les retombées de ce type de phénomène. Donc oui, je pense qu'il y a des prises de conscience chez les enseignants, que la formation initiale est un peu rétablie, il faut faire mieux sur la formation continue. Il y a des partenariats qui se font, ça peut se faire avec la justice, monsieur parlait faire entrer des journalistes, etc. Il faut qu'on développe tout ça, mais il faut vraiment donner à l'école les moyens de le faire. Et l'éducation n'est pas la seule, puisque je cite Philippe Tournier, secrétaire général d'un autre syndicat des chefs d'établissement, qui dit qu'il faut aussi une politique urbaine, une politique d'affectation des élèves, du courage politique et des solutions pérennes. C'est la fin de ce débat. Merci à nos 3 invités, Frédéric Rollet, Antoine Jardin, Alice Cordozo. Merci également à Florence Ponce, à Julien Lin qui était à la réalisation. On se retrouve demain au menu la laïcité. Bonne soirée.